Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges découvrir un village de près de 700 habitants qu'on appelle depuis 2008 les Vépriens et Vépriennes. La commune de La Voivre est traversée par la Meurthe et la Hure qui prennent leurs sources respectivement au Valtin et au Banssa. Aujourd'hui, nous parlerons d'artisanat avec Maël Cabon qui a monté son activité de sellier harnacheur à l'âge de 23 ans. En fin d'émission, nous découvrirons un autre savoir-faire, celui de Claire Henry qui est vitrailliste. Mais pour débuter, nous sommes avec vous Bernard Rob. Vous êtes le maire de La Voivre depuis 2014, bientôt 10 ans à la tête de la commune. Oui, bientôt 10 ans. Est-ce qu'on a toujours cette envie, cette motivation, cet enthousiasme pour gérer cette commune? Oui, bien que certains moments soient plus ou moins difficiles vu la conjoncture maintenant. Mais apparemment, bon, dès l'instant qu'on a l'envie et que l'envie perdure, il n'y a pas de souci. Ça, on arrive à faire, comme on dit. On arrive à faire. Être maire aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu plus difficile. On compose avec des budgets beaucoup plus serrés. On fait face à la hausse des prix, de l'énergie, l'inflation. C'est un ensemble de choses qui est difficile à gérer. C'est de plus en plus difficile à gérer. Et bon, c'est surtout le problème budgétaire qui rentre en ligne de compte et qui bien souvent calme les ardeurs au niveau transformation et amélioration principalement de la vie du village. En termes d'association, de vie économique, il y a encore de la vie justement dans ce village à La Voivre. Oui, ça va pour l'instant. Bon, on peut dire que le Covid a vraiment freiné l'activité des associations, comme elle a freiné l'activité du pays. Là, on peut penser que ça va redémarrer. Ça a déjà redémarré un petit peu en cours d'année dernière. On a la Société des Fêtes qui organise tous les jours, tous les ans. Pardon, la fête de la pomme. On a une association de parents d'élèves aussi qui est très active. On a aussi le groupe d'action et entraide qui organise des repas, qui organise le Téléthon aussi au profit bien souvent des plus démunis et principalement des Restos du Cœur. Et tout à l'heure, vous parliez d'association de parents d'élèves. Donc, qui dit association de parents d'élèves dit école, forcément. Et donc, encore une école indépendante qui tient le coup. Oui, nous avons toujours notre école maternelle sur le hameau de la Hollande et nous avons notre école primaire sur le territoire de La Voivre. Bon, comme partout, bien sûr, aussi bien au niveau habitant qu'au niveau enfant, on peut reconnaître qu'il y a une nette baisse des effectifs. Nous espérons une pérennité de nos écoles, bien que ça soit, je pense, pour l'avenir assez compliqué. Donc malgré cette inquiétude de l'école dans les années à venir, est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous ici à La Voivre? Oh, ça va très bien ici. Ça, là-dessus, il faut garder le moral. Des projets pour l'avenir, des envies tout du moins, si les budgets sont là? Les envies, c'est de continuer les travaux d'aménagement de bourg, avec la sécurisation bien sûr des voies, et puis la remise en état qui n'a pas été effectuée depuis très longtemps, ce qui fait que là, il y a énormément de travail. Et on va finir, parce que je le disais en introduction, depuis 2008, on appelle les habitants de La Voivre les Vépriens et Vépriennes. Alors, comment on les appelait avant et pourquoi ce changement en 2008? On avait l'habitude de les appeler les Voivrais. Bon, Voivrais, c'est un terme qui était un petit peu barbare à l'époque. Et le maire de l'époque a demandé à ce qu'il y ait des recherches qui soient faites pour appeler les... On ne va pas dire correctement, parce que les Voivrais, c'était correct quand même sur le fond. Mais disons que rechercher par rapport à certaines étymologies. Et on s'est aperçu vite que La Voivre est un territoire assez marécageux et où il y avait une bête. Une espèce. Une espèce de bête qui s'appelait la vouivre. Et d'où la déformation en Véprien. En Véprien et Véprienne. Voilà. Et écoutez, maintenant, c'est pas pour autant que nous sommes des marécageux. C'est ça, j'espère en tout cas. Écoutez, merci beaucoup Bernard pour votre accueil à La Voivre. Nous continuons notre découverte de la commune, direction l'atelier de Maël Cabon. Cavalière, passionnée de chevaux depuis son plus jeune âge, Maëlle a décidé de monter sa propre entreprise et a choisi le métier de sellier harnacheur. Elle propose aujourd'hui des articles sur mesure, fabriqués avec des matières premières de qualité et d'origine française principalement.
Maëlle, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes dans votre atelier, C'est ça. un petit atelier pour commencer, Oui. on en parlera tout à l'heure. En quelques mots, le métier de sellier harnacheur, c'est quoi? Sellier harnacheur, c'est vraiment spécifique aux chevaux. On est là pour réparer le matériel d'équitation et le fabriquer. Donc fabriquer tout l'équipement en cuir des chevaux, qu'il s'agisse de la briderie, des selles, des sangles, des protections, tout le matériel en cuir, on le répare et on le fabrique sur mesure ou avec des tailles standards. Voilà. D'accord, donc il y a déjà de quoi faire. Alors vous Oui. avez 24 ans, Oui. Vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de l'auto-entreprise. C'est un beau défi, je trouve, à 24 ans. L'objectif, c'était d'allier un petit peu la passion et puis le métier. C'est ça, j'ai toujours été quelqu'un de manuel déjà à la base, parce que c'est quand même un métier manuel. Moi, je fais tout à la main. Principalement, j'ai quand même une machine à coudre, mais plus pour les réparations. Et ma passion, c'est les chevaux depuis toute petite. Du coup, j'ai trouvé ce métier quand j'étais plus jeune, en cherchant ce qui existait pour allier chevaux, mais pas être directement au contact. Du coup, j'ai trouvé que c'était la bonne solution. La bonne option. Et c'est Voilà. un métier assez ancien, Oui. qui finalement revient un petit peu aujourd'hui au Oui, goût c'est du ça. jour. C'est ça, ça revient. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je pense que l'artisanat et l'artisanat français reviennent beaucoup. Et en fait, les gens qui sont manuels et qui n'ont pas forcément pu faire ça font des reconversions professionnelles, ou les jeunes comme moi qui aiment travailler de leurs mains et faire quelque chose qui sort un peu Un peu du de cadre. l'ordinaire, Voilà. c'est ça. Comment vous vous êtes formée? Je me suis formée à la sellerie Tarteau, qui se situe du coup à côté de Montpellier, dans le 34, donc par un maître sellier qui était lui sellier à la base depuis une vingtaine d'années et qui a monté son centre de formation, qui est un centre de formation privé réservé pour les personnes adultes. Avec lui, il y a sa femme qui est ostéopathe équin, donc ce qui nous donne un vrai plus sur la formation. On étudie vraiment l'anatomie des chevaux. Ils ont en fait une écurie avec une vingtaine de chevaux et du coup on fait régulièrement des déplacements aux écuries pour apprendre à faire du matériel sur mesure, comment le matériel doit être placé pour ne pas gêner le cheval, comment il doit être mis pour ne pas gêner non plus le cavalier et être aussi adapté au cavalier. Donc des créations uniques, sur mesure, avec des matières choisies, sélectionnées principalement françaises, hein, c'est ça? Ouais, française, et je travaille aussi avec une tannerie belge qui fait de très bons produits. Les peaux viennent de France, mais j'ai vraiment choisi de travailler avec des matières de qualité que je sais qui dureront dans le temps, qui demandent quand même peu d'entretien, et le matériel peut être vraiment gardé à vie si la personne derrière l'entretient un minimum. C'est important pour vous aujourd'hui de travailler le produit français, tout simplement? Oui. Vous parlez de l'artisanat. C'est ça, on est artisan en France, donc je pense que c'est quand même important de pouvoir se fournir en France et de faire travailler les tanneries françaises surtout, sachant qu'il y en a certaines qui ont été mises à mal. Je pense que depuis 30 ans, il y en a beaucoup qui ont fermé, et c'est important de les faire travailler. Et vous essayez aussi de récupérer des fois des chutes pour aller jusqu'au bout de la démarche en quelque sorte? C'est ça, en fait toutes les chutes de couleurs que j'ai en dessous sont issues de maisons de luxe, des parties de cuir que soit ils n'ont plus assez de place pour travailler dessus, donc on récupère et on l'utilise pour personnaliser, pour que les clients aussi aient le maximum de choix en termes de couleurs et de personnalisation possible. Votre travail a été récompensé déjà quand vous étiez apprenti, Oui. 2 médailles, ça aussi c'est une belle reconnaissance. Oui, on a eu la chance pendant ma formation en 2021 de pouvoir faire le concours des meilleurs apprentis de France. Donc j'ai été récompensée de 2 médailles d'argent en départemental et en régional. C'est une belle récompense et je pense que c'est un bon plus aussi pour mon entreprise. Quel est le bilan que vous faites après 1 an et demi d'activité? Ça évolue bien, après il faut se bouger, aller chercher des clients, démarcher, contacter les professionnels et les non professionnels, les amateurs propriétaires de chevaux, mais il y a vraiment beaucoup de boulot et il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors les propriétaires de chevaux qui recherchent un mieux-être sur leurs chevaux et qui souhaitent sortir des équipements classiques qu'on peut trouver dans le commerce, qui cherchent aussi à se rapprocher du Made in France. Je travaille aussi avec des écuries, des centres équestres qui me donnent leur équipement à réparer et je travaille avec quelques professionnels qui m'aident à me faire connaître. Vous proposez aussi des articles pour les chiens, pour vous diversifier un petit peu en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est des choses assez basiques à faire et que les gens aiment. Pareil, dans le commerce, on trouve des choses très standards et là, on peut vraiment tout personnaliser, mettre le prénom du chien, choisir toutes les couleurs qu'on veut. Enfin, c'est vraiment un choix infini et ça plaît vraiment aux gens. Objectif pour les années à venir, grandir, s'agrandir, c'est ça, s'agrandir. Je pense que changer d'atelier déjà pour avoir quelque chose de plus grand parce je suis déjà un petit peu à l'étroit. Après, vraiment m'orienter sur la fabrication de selles sur mesure et la revente aussi de selles d'occasion. Voilà. Bon, il y a de quoi faire alors. Oui. Merci beaucoup Maëlle pour Merci votre à accueil. vous. On part maintenant découvrir un autre artisan d'art. On va dans l'atelier de Claire Henry. Créations artistiques ou restauration, Claire Henry est vitrailliste, un métier qui se transmet puisque l'atelier familial a été créé en 1974. L'art du vitrail est un art ancestral que nous allons découvrir.
Claire, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors quand et comment avez-vous découvert l'art du vitrail? C'est un atelier familial, donc c'est maman qui l'a créé en 1974 et on l'a fait évoluer avec mon mari dans différents domaines. C'est aussi souvent le vitrail aux églises, mais finalement c'est pas que ça, et bien au contraire, hein, c'est aussi de la création artistique, c'est plein de choses le vitrail. Oui, on va souvent dans des domaines qu'on n'irait peut-être pas forcément naturellement et ça nous fait découvrir aussi souvent des choses particulières, des recherches sur des trains par exemple, c'est peut-être celui qui a été le plus étonnant. Et puis des éléphants. Après, c'est vrai que les idées de création sont liées à la personne qui commande. Donc on va souvent dans des univers où on n'irait pas forcément naturellement. Il y a toujours une histoire, un message derrière un vitrail aussi. On sent que voilà, il y a toujours quelque chose de fort en tout cas. Toujours. La dernière fois, un dernier client qui est passé m'a dit « J'avais l'impression d'être chez une psy, d'avoir fait une séance de psy chez vous, parce que qu'est-ce que vous voyez à travers le vitrail, qu'est-ce que vous avez envie ?» Parce que le savoir-faire, on l'a, on sait découper, assembler, etc. Mais ce qu'eux ont envie d'avoir chez eux ensuite, c'est... Il faut que moi je l'intègre pour bien comprendre ce qu'ils veulent et donc je ne peux pas créer quelque chose qui ne leur conviendra pas, et à moi non plus d'ailleurs. Sinon on n'a pas la notion de justesse, de beau, et c'est pour ça que c'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde tous les deux pour créer quelque chose. Ouais. Alors en pratique, comment ça se passe? Vous utilisez donc du verre, un verre spécifique? Expliquez-nous. La palette de verre, elle est énorme. Hein. Donc on démarre avec du verre blanc traditionnel et après on peut aller dans des verres soufflés-bouche qui sont de fabrication française. Fabrication artisanale, on a les verres étirés, on peut des verres à relief, des verres... Enfin la palette est énorme, tant en texture qu'en teinte de couleur ou en dégradé, en transparence, non-transparence, en opaque. Donc vous imaginez une palette vraiment énorme. Donc on découpe le verre, quelles sont les grandes étapes Alors la première étape, comme vous dites, c'est une maquette, donc c'est un dessin, on va faire un dessin. Moi j'aime bien le faire échelle 1, quand on est d'accord sur le type de décor et le prix. Donc échelle 1, qu'on soumet au client, on se met d'accord sur les teintes de verre, la luminosité, pas luminosité, opacité ou pas opacité. Ensuite, on va découper ce premier carton qui va nous servir à avoir des petits calibres carton et découper ensuite chaque pièce de verre. Ils seront réassemblés ensuite avec des petits rails de plomb, soudés à l'étain, mastiqués et posés chez le client. Dans le cas de fusion, donc je ne sais pas si on en a parlé. On n'a pas encore parlé de la fusion, c'est une autre technique. Hein. C'est une autre technique, donc l'assemblage se fait par fusion et non par profilé plomb. Donc on fait une cuisson contrôlée à 860 degrés à partir de 2 verres posés l'un sur l'autre qui permettent de fusionner et avoir un décor fusionné en créant des espaces libres. Alors vous faites aussi de la restauration. Donc là, on est plus sur du monument religieux, des églises principalement ou pas que? Les édifices religieux, souvent, mais aussi le particulier. On a quand même la culture dans l'Est de beaucoup de vitraux. L'école de Nancy, l'Alsace toute proche. C'est vrai qu'on est quand même baigné dans le vitrail. Vous le disiez en préparant tout à l'heure l'émission, c'est pas un métier passion, c'est un métier passionnant. Oui, passionnant, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui vous passionne, vous? Les rencontres. C'est vrai que les rencontres, c'est quand même la chose que je préfère parce que chaque client est tellement différent. Ils ont des univers, des parcours, des choses tellement particulières. Aujourd'hui, c'est facile de vivre de l'art? Le Covid nous a fait quand même du mal, dans le sens qu'on n'a pas été vus, on n'a pas pu faire d'expo, on n'a pas pu montrer notre travail. Donc ces 2 années ont été un petit peu bâtardes, on va dire. Mais par contre, tous les devis faits en restauration d'église, de création aussi. Donc là, oui, on a les retombées, donc je suis contente. Écoutez, merci beaucoup Claire pour votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.